Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Lundi Soir Espoir, le rendez-vous hebdomadaire de mon rendez-vous hebdomadaire, voilà, dans lequel je vous donne la parole à travers les questions. Et puis ce soir, un Lundi Soir Espoir dédié à la série Il était une fois une histoire vraie, puisque vous le savez certainement, j'ai été réalisatrice de films animaliers pendant 10 ans et je partage avec vous ce soir une histoire vraie que j'ai vécue il y a quelque temps déjà. Est-ce que vous êtes tous là? Oui, formidable. Alors, il était une fois une histoire vraie. Nous sommes en 1999 et cela fait des années que j'ai l'idée de faire de créer une série documentaire qui s'appelle euh, Les héros de la nature et qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui sauvent des espèces en voie de disparition. Je regarde si vous êtes tous là, oui. J'ai choisi comme personnalité emblématique à cette époque de commencer la série des héros de la nature avec un homme que je trouve absolument incroyable. Il s'appelle Paul Watson. Et peut-être que certaines personnes d'entre vous le connaissez. Cet homme est incroyable. Il est canadien. Il a créé une fondation, Ocean, c'est Sea Shepherd Conservation, et grâce à l'argent recueilli dans sa fondation, il va acheter des baleiniers, des énormes bateaux, enfin pas des baleiniers, des énormes bateaux pour couler les baleiniers à quai, de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune victime. Et on l'appelle l'écolo-guerrier. Cette personnalité est fascinante, incroyable, il m'impressionne et je me dis il faut absolument que j'arrive à le filmer. Sauf que personne ne l'a jamais filmé à l'époque. Et moi, je suis voilà, une jeune femme de 33 ans à l'époque, avec mes rêves, et j'ai jamais fait un film de ma vie. J'ai un producteur qui me suit, mais j'ai pas d'expérience, en tant que réalisatrice en tout cas, et je dois le convaincre de faire un portrait de lui. Parce que les reportages qui ont été faits sur lui ont été volés, en tout cas il n'était pas consentant. Je rentre en contact avec Bob, son fidèle assistant, et c'est toujours non, 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 pas de documentaire. Et à l'époque, mon anglais est pitoyable. Alors j'écris pendant des heures des mails où je fais vraiment attention. Le moindre mail me coûte 3 heures à écrire tellement je suis nulle en anglais. Et je finis par, voilà, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Le producteur attend toujours la réponse, moi aussi, et j'ai que du non, non, non. Et un jour, j'ai l'idée d'écrire à Bob et de lui dire je n'y arriverai jamais, je parle, et je lui dis I speak English like a Spanish cow. Je parle anglais comme une vache espagnole. Et je finis mon mail, mon mail en disant me. Je signe avec me. Et Bob me répond aussitôt avec cette petite phrase mon petite vache française. Sympa.
mon petite vache française, en fait, il a adoré mon humour et instantanément, il décide de me donner le numéro de téléphone de Paul Watson, qui est sur son bateau. C'est un numéro de téléphone satellite. Et euh, il me donne son numéro de téléphone et il me dit, essayez de le convaincre. Je prépare 18 phrases écrites en anglais, prête pour argumenter, en lui disant des choses, en survendant les choses. Je, je tremble, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai tellement d'espoir, c'est le début de ma vie de réalisatrice, je ne sais pas si je vais y arriver, il y a tellement d'enjeux que je suis tremblante. Je prends le téléphone, je compose le numéro et j'appelle. Et là, tout de suite, ça décroche et j'entends une voix très très grave de Paul Watson. Hello, Captain Paul Watson. Et je fais Popo, 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 Paul Watson. Je bégaye de trouille. Et j'ai tellement la trouille, je me rends compte qu'en bégayant, je suis nulle, je raccroche. Donc vous imaginez l'entrée en matière, la pauvre fille qui appelle quelqu'un, le gars est au courant que quelqu'un va l'appeler, elle bégaye et elle raccroche au nez. Je réfléchis pas, je reprends mon téléphone, je décroche, je le rappelle, et il est en train de mourir de rire. Il se fout de ma gueule, mais comme jamais. Et il me dit, What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, j'ai mes 18 phrases à côté, je les lis même pas, et je dis, I want to do a film on you. Voilà, avec cet accent-là à peu près. Je veux faire un film sur vous, enfin, vous imaginez. Et le gars, direct, là, comme ça, il me dit, c'est d'accord. Ah, c'est d'accord, quoi. Le truc que personne n'a eu, la pauvre Frenchie qui parle pas anglais, elle a un OK. Et là, moi, je me suis dit, il a dû sentir que j'étais tellement émue que j'allais peut-être faire les choses bien. Enfin, j'ai jamais su ce qui s'est passé dans sa tête. Toujours est-il qu'il me donne son OK. Le rendez-vous est fixé pour le 6 juillet 2000. Le 6 juillet 2000, je dois retrouver Paul Watson et son bateau au nord de l'Écosse. Il va partir pour empêcher le grind. Le grind, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette coutume qui est faite par les Féroïens, donc une peuplade des Féroé, un archipel, qui consiste à ce que des dauphins qu'on appelle les globicéphales, c'est-à-dire ils ont une tête toute ronde, ils n'ont pas de rostre, une tête toute ronde, ils sont noirs, ils arrivent en fait des mers très très froides, ils viennent chercher les calmars au niveau des Féroé, et là, il y a une coutume ancestrale, les Féroïens attendent qu'ils arrivent et récupèrent la viande des globicéphales, ils les tuent, c'est une boucherie sanglante, ils les décapitent, la mer devient rouge, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, c'est juste monstrueux. Bon. Et donc Paul Watson, tous les ans, part aux Féroé pour s'interposer entre les globicéphales, donc ces dauphins noirs, et les Féroïens. Et c'est ça que je veux filmer. On doit se retrouver, il a un brise-glace de 42 mètres. On va être une cinquantaine de personnes et il y a du danger. Il y a du danger parce que l'année précédente, il s'est fait tirer dessus et il nous recommande de prendre des gilets pare-balles. Et il y a un peu une psychose qui dit que peut-être il y a un sous-marin qui nous suit pour nous couler. Enfin, ça part vraiment en live, mais toujours est-il que c'est lui que je veux filmer et je décide d'y aller et de le suivre. Vous êtes tous là, oui, formidable. Donc, on se retrouve le 6 juillet, je suis sur les quais
de nord de l'Écosse et je vois tout d'un coup, imaginez, un bateau immense, un gros brise-glace, tout noir, complètement noir. Il y a des baleines et des dauphins qui sont peints sur la coque en bleu, et sinon il est tout noir. Et il y a un drapeau, comme un drapeau corsaire, avec une tête de mort. Et la tête de mort, elle est composée, ce sont des baleines et des dauphins entrecroisés qui forment la tête de mort. Le message est clair, on va à la baston. Waouh! Et je pars avec Quincy Russell, qui est un caméraman anglais, et Bruno Vienne, qui est un autre caméraman et qui est réalisateur avec moi sur ce film, puisque je n'ai pas d'expérience. C'est moi qui ai écrit le projet, c'est moi qui ai proposé le film, c'est moi qui ai contacté Paul Watson, mais il me fallait pour la chaîne quelqu'un qui puisse valider. Donc c'était le rôle de Bruno. Nous partons, nous sommes donc 3, et nous arrivons près du bateau, et on est le 6 juillet. Et quand on arrive, Paul Watson est en train de s'engueuler avec les autorités, il gueule au téléphone, bon, et les gens de l'équipage sont en train d'arriver, et quand il me voit arriver, je lui dis bonjour Paul Watson en anglais, et je lui dis on est le 6 juillet, le 6 est mon chiffre préféré, ça va nous porter chance. J'ignore totalement que les marins sont de très grands superstitieux et que je viens de lui dire quelque chose qui est comme un porte-bonheur. Donc quelque part, j'ai une intuition fulgurante où en fait il m'accueille avec un sourire, il est tendu pas possible, et moi je lui dis ça va nous porter chance. Donc tout d'un coup, il y a une espèce de mise en relation qui fait que les choses se passent bien d'entrée. Je me rends compte que dans l'équipage, il y a des personnes qui font profil bas. J'apprendrai plus tard qu'il y a des repris de justice qui sont là pour donner un coup de main, mais qui ne veulent pas apparaître. Il y a des gens de toutes les nationalités, de toutes les volontés. Et puis, il y a une quinzaine de journalistes qui sont là pour suivre la campagne de Paul Watson. Et Bruno, Quincy et moi, nous sommes les seuls avec deux caméras pour filmer l'événement. Et donc, nous partons pour les Féroé. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que je n'ai pas du tout, du tout, du tout le pied marin. C'est-à-dire que la première fois que je suis montée sur un catamaran, qui est quand même un bateau ultra plat, calme, etc., où il ne risque rien, j'ai vomi absolument tout le temps, tellement j'ai une oreille interne qui est nulle. Donc, j'appréhende terriblement ce voyage parce que je me dis, je vais vomir absolument tout le temps. Et avant de partir, je suis allée voir mon médecin et je lui dis donnez-moi les patchs contre le mal de mer les plus puissants qui existent. Et il me donne des patchs neufs, je ne sais même plus si ça existe encore aujourd'hui. Donc je m'en colle un consciencieusement à l'intérieur du cou. Et là, le bateau, je mets mon pull à col roulé, une grosse doudoune, et puis le bateau lentement se met en mouvement. Les moteurs tournent avec un régime assez fort. Il y a un bruit assez impressionnant. C'est à la fois le bruit des moteurs et le calme, la solennité du moment où on se dit on prend des risques quand même. Et donc il y a ce calme et en même temps ce vrombissement des moteurs et ce bateau qui s'éloigne tout doucement du quai et qui part lentement vers l'inconnu, vers le grand bleu, je dirais plutôt le grand gris, tellement la mer est grise, le ciel est gris, tout est gris. On s'éloigne, ça fait un quart d'heure qu'on est parti. Et là, on est convoqué par Peter, qui est le premier matelot.
Et l'entrée en matière est plutôt pas mal. Il nous explique quels sont, où sont les bateaux de sauvetage et la répartition des personnes par bateau. Donc on n'est pas parti que tout de suite c'est des trucs, enfin bon, c'est de la folie, c'est de la folie. Moi je me dis mais ils peuvent pas nous dire bonjour avant de nous dire, de nous donner les bateaux de sauvetage. Enfin c'est un truc de dingue. Bon. Et alors il y a 6 ou 7 bateaux de sauvetage et il dit alors un tel bateau de sauvetage le 7, un tel, un tel, un tel. Je suis pas dedans. Bateau 6, un tel, un tel, un tel, je suis pas dedans. Le 5, je suis pas dedans. Le 4, je suis pas dedans. Le 3, je suis pas dedans. Le 2, il y a Quincy, il y a Bruno, et je suis pas dedans. Je les regarde, je dis, purée, il m'a oublié. C'est-à-dire que si on coule, bah, moi, j'ai pas de bateau de sauvetage. Je suis déjà en panique. Et puis, il dit bateau 1, Paul Watson, le capitaine, normal. Lani, sa femme, normal. Non, Lani, c'est sa fille. Alison, sa femme. Lani, sa fille. Et puis, il y a le docteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Et parmi dans le bateau de sauvetage numéro 1, il y a mon nom. Et je ne comprends pas. Et en fait, je comprendrai plus tard que le coup du 6 juillet avec le chiffre qui va nous porter chance, je pense que ça vient de là, j'ai pas eu d'explication. Mais je pense qu'il s'est dit, elle, ça va être notre porte-bonheur. Vous savez, le petit doudou qu'on emmène en se disant, bah, allez, il peut rien nous arriver avec ça. Bon, donc je suis contente, enfin, on va dire, je suis flattée, et en même temps, je me dis, si on arrive tous sur le bateau de sauvetage, parce que le grand bateau coule, il y a un bateau qui va couler derrière, c'est le nôtre, et j'ai pas envie d'être dessus. Ça m'ennuie terriblement, j'ai pas envie d'être sur ce bateau. Donc flatté mais ennuyé. Bon, on part. On a un peu une boule au ventre, c'est assez dur et on ne sait pas, voilà, assez vite, c'est très très étonnant, assez vite, on se retrouve au milieu de la mer avec plus un repère. Il n'y a plus de terre à l'horizon. Il n'y a plus rien. Où qu'on regarde, c'est du gris. Et comme on est en mer du Nord et que il fait pas beau, il y a du gris dans le ciel, il y a du gris dans l'eau. Et on a un peu l'impression de flotter entre la mer et le ciel. C'est super bizarre, c'est à la fois très inquiétant et magnifique. C'est une sensation que j'ai connue nulle part. Ça fait 4 heures qu'on est parti. Et je passe machinalement ma main sur mon cou pour toucher mon patch. Et là, horreur, le patch n'est plus là. Alors je cherche partout. Je me dis mon patch, où est-il? Et il n'y a pas le patch. Et je réfléchis et je me dis, mais le patch, il a dû tomber au moment où j'ai mis mon pull à col roulé. C'est-à-dire depuis qu'on est parti. Et ça fait 4 heures qu'on vogue en mer du Nord et je n'ai pas de mal de mer. Je croyais que c'était grâce au patch. Le patch, c'est plus là. Donc je me dis, c'est psychologique. Ok. Bon, bah, je me dis, à partir de maintenant, j'aurai plus jamais le mal de mer. Et je vais voir Peter, le premier matelot, je lui explique, et il me dit, bon, il me dit, attends, on n'est pas encore en mer du Nord, dans le grand, le tourbillon de la mer du Nord. Il me dit, tu vas voir que là, on va tous y passer. Bon, ce qui est important, c'est que tu regardes le sommet des vagues, l'horizon. Il ne faut pas fixer une vague, c'est le sommet des vagues à l'horizon. Il faut manger que des choses avec du gingembre. Et c'est pour ça qu'ils boivent énormément de Canada Dry. Tout ce qui est goût avec du gingembre, ça empêche le mal de mer. Donc je me fais des cures de gingembre et de Canada Dry, puisqu'il y en a plein là-bas sur place.
Bon, je suis assez confiante, on s'en va et on commence à voguer. Vous êtes tous là, oui. Bon. Et là, assez vite, il y a des bateaux qui s'approchent et qui repartent, un peu pour voir où est-ce qu'on est. On se sent épié. Il y a à un moment donné un hélicoptère qui approche et qui repart. On se sent suivi, repéré. À partir du moment où on va voguer pendant à peu près 16 heures, au fur et à mesure qu'on s'approchera des Féroé, on va se sentir espionné, épié. Et à un moment donné, en s'approchant des Féroé, la brume va venir. Et là, c'est impressionnant parce que on a l'impression d'être, vous savez, ces images de bateaux fantômes on en a toujours l'impression oui, qu'il y a un bateau fantôme qui va sortir. D'autant plus que les Féroé, ce sont des d'immenses falaises et ces falaises, on les voit tout d'un coup se découper dans la brume, c'est assez impressionnant. Il y a une maison par-ci, par-là. Comme les frayons disent, elles sont rouges, roses, jaunes, bleues. C'est très très coloré. Il n'y a pas un arbre, parce qu'il y a trop de vent. Pas un arbre, rien. Je me dis, mais les Féroïens sont quand même assez incroyables, parce qu'ils vivent tout seuls sur une falaise. Le plus proche voisin est sur la falaise d'à côté. C'est chaud, quoi. Et à ce moment-là, il y a un hélicoptère qui vient à nouveau nous survoler et qui passe super près du bateau et qui prend tout en photo. On se dit, mais c'est quoi la prochaine étape? On décide de s'éloigner un petit peu pour attendre le moment où les globicéphales vont approcher parce qu'on a des indicateurs un peu partout pour savoir quand est-ce que ces dauphins donc, que les Féroïens veulent tuer vont approcher des côtes. Donc on s'éloigne un petit peu des côtes des Féroé et on attend. Mais on est tendu, la tension elle est au maximum, on flippe, on flippe, on flippe. Et soudain, il y a un cri extrêmement strident. Alors comme j'ai un anglais absolument approximatif à l'époque, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi j'ai l'impression que c'est un sous-marin et qu'on va être coulé. Je sors à toute vitesse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux baleines. Enfin, c'est même une mère et ses deux petits. Une baleine de mink qui est là, énorme, avec ses deux petits baleineaux qui sont à côté et qui s'approchent du bateau de l'Ocean Warrior, le bateau de Paul Watson. Et instantanément, je me dis, waouh, qu'est-ce que dégage notre bateau pour que ces baleines aient compris qu'on n'était pas des baleiniers, qu'on n'était pas des pêcheurs? Comment elles ont su? En principe, un gros bateau comme ça, c'est un baleinier qui vont les harponner. Comment elles ont su qu'on n'était pas leurs ennemis et qu'on était au contraire un bateau pour les sauver? C'est incroyable. Et c'est là où la première fois je me suis dit, on doit dégager des ondes bienveillantes qu'elles reçoivent. Et là, on est sur le pont. Les baleines vont se rapprocher. Et ça va être un moment absolument magique que j'oublierai jamais. Le sentiment, en voyant ces baleines, de voir une encyclopédie avec des pages qui se tournent, comme si elles me racontaient l'histoire de cette terre. C'était, mais d'une profondeur, ces baleines qui sont là, et les petits vont faire le tour du bateau, jouer avec nous, passer dessous la coque, repartir, passer, repartir. Ça va être magique. On va avoir comme ça pendant 20 minutes des baleines qui vont jouer autour de nous, et ça va être un moment extraordinaire où on souffle, où on relâche la tension parce qu'on était tellement, tellement, tellement tendu. Fréquence bienveillante, oui, c'est exactement ça. Voilà. Et donc, on est sur ce bateau et à un moment donné, on va continuer jusqu'à ce qu'on apprenne que le grind a commencé et qu'il faut aller vite s'interposer contre les baleines, entre les dauphins et les Féroé. Sauf que c'est un archipel ultra grand, donc il faut que le temps qu'on arrive. Et donc,
on arrive à sauver des, des globicéphales. Il y en a certains qui meurent, bien évidemment. Et on va faire ça pendant plusieurs jours, non-stop. Et ça va être épuisant moralement, formidable parce qu'on a le sentiment qu'on fait quelque chose qui nous aide, qui les aide, et en même temps extrêmement frustrant puisque on n'arrive pas à sauver tous les globicéphales. Donc, en tout cas, c'est quelque chose où tout d'un coup, voilà, on se rend compte qu'on est quand même utile. Et là, les Féroïens sont fous de rage. Et donc, ils vont venir nous accoster et ils vont faire venir quelqu'un sur le bateau et ils vont se faire passer pour la douane. Et c'était pas la douane, c'était quelque chose un petit peu de la police des ferroviaires, mais ils n'avaient pas le droit de monter sur le bateau si on n'était pas d'accord. Ils se sont fait passer pour la douane et c'était pas vrai. Ils vont demander l'ensemble des passeports de tout le monde et ils vont nous dire qu'en vertu des lois des Féroé, nous n'avons pas le droit d'approcher et d'empêcher le grind. Et que toute personne qui vient posera le pied sur les Féroé ira en prison. Et que si on continue à empêcher le grind, on peut tous aller en prison. Et là, tout le monde appelle ses avocats, il y a plusieurs, voilà, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, tout le monde appelle, et on apprend qu'ils ne peuvent pas euh, créer une mutinerie au sein du bateau. Ils ne peuvent pas nous obliger à dire au capitaine non, on ne fait pas ci, non, on ne fait pas ça, etc. Donc c'est une incitation à la mutinerie et c'est interdit par les lois. Donc ils n'ont pas le droit. Par contre, si on pose les pieds au Féroé, ben, on ira en prison. Et Paul Watson va envoyer quand même 3 personnes, il y aura 3 volontaires qui vont aller au Féroé pour essayer de dire, d'arrêter ce massacre qui n'est plus de cette époque. Et les 3 personnes vont partir effectivement en prison. Euh, donc ça va être un coup dur. On va filmer tout ça. Et puis on va s'éloigner, voilà, et on va faire ça le temps que le grind euh, dure. Et puis on va revenir au port de Lerwick en Écosse. Là, quelle heure est-il? Ouais, ça tout va bien. Là, pendant ce voyage retour, je fais la connaissance d'un Frenchie, Pierre Duby. Peut-être qu'il est derrière cet écran, parce qu'il a repris contact avec moi sur Facebook récemment. Pierre Duby, c'est le Frenchie dans toute sa splendeur, c'est-à-dire il parle pas un mot d'anglais, mais il me rend extrêmement fière parce que c'est le plus méritant de tous. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont l'équipage est composé essentiellement, enfin, de bénévoles. Ils sont tous bénévoles. Paul Watson ne peut pas les payer et Paul Watson est le premier bénévole. Et donc, c'est des personnes qui donnent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de leur vie pour les baleines, auprès de Paul Watson. Et Pierre, eh bien, il donne de son temps à Paul Watson. Il ne comprend pas l'anglais, mais il est ultra dégourdi. Il n'arrête pas. Il fait des choses incroyables, il n'arrête pas. Et dès que le bateau reste à un endroit sans bouger, il prend un pot de peinture et repeint, sans qu'on lui dise rien. Il est tout le temps en train de faire des choses. C'est juste incroyable. Au point qu'au départ, il avait une cabine qui était au niveau du jeté d'encre. Donc c'est monstrueux parce que chaque fois que l'encre est jetée, c'est un bruit monstrueux. Pour dormir, c'est l'enfer. Il va être assez vite promu. Et je crois comme deuxième matelot, quelque chose comme ça, tellement il a le pied marin, tellement il est formidable, tellement il est exceptionnel. Sauf que le fait qu'il soit promu, on le change de cabine. Et on va lui donner une cabine qui est moins près de là où l'encre est jetée. Et donc, ça va créer des jalousies. Et comme Pierre, il est extraordinaire, il est formidable, il va dire, je préférais ma petite cabine près de l'encre.
Je m'y suis habituée, je vais y retourner. Donc il a gardé le grade qu'on lui a donné, mais il est parti dans la petite cabine pourrie pour éviter de fâcher les autres. J'ai trouvé ça remarquable. Ça a été une vraie, vraie leçon de vie, ce voyage. Et alors là, on est à l'Airwick et le bateau est à quai. Tous les journalistes s'en vont, sauf nous. Il nous reste encore une semaine pour filmer. Ça fait 15 jours qu'on était sur le bateau. Il nous reste une semaine. Donc, il n'y a plus que l'équipage des bénévoles avec Paul Watson, sa famille, et Quincy, Bruno et moi sur le bateau au niveau média. Tout le monde est reparti. Le bateau repart. Je ne sais pas où on va. Il faut que vous imaginiez un truc que je ne savais absolument pas à l'époque. C'est que un capitaine, c'est extrêmement, comment dire, respecté. On ne lui pose pas de questions. Où est-ce qu'on va? Quand est-ce qu'on part? C'est lui qui décide et on suit. Sauf que moi, je ne savais pas. Et donc, je lui posais sans arrêt des questions. Il me répondait au point même que Peter, le premier matelot, venait souvent me voir en disant: qu'est-ce qu'il t'a dit? On va où? On part quand? C'était un truc de fou. Et un matin, moi je me levais très très tôt, un matin à 6 heures du matin, je me lève et je vais dans la cabine de pilotage. Euh, et je suis là, j'attends. Et Paul Watson finit par arriver. Un moment que j'oublierai jamais. Et voilà, il y a la mer partout. On repart probablement peut-être pour essayer de voir s'il y a d'autres globicéphales à sauver. Et je lui dis, en fait, j'avais tout lu sur la vie de Paul Watson, donc je connaissais absolument toute sa vie. Et je savais qu'il avait acquis une petite île qui s'appelle Little Green Holm, qui servait de réserve, qu'il avait donnée en fait à la nature, aux phoques, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, mon intuition me dictait: il faut qu'on aille à Little Green Holm, il faut qu'on aille à Little Green Holm. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, je suis sûre dans le bateau, dans la capitainerie, Paul Watson est là, il est tout seul avec moi. Et il est 6 heures du matin, et je le regarde, et je lui dis: quand est-ce qu'on va à Little Green Hall? Je ne sais pas si vous imaginez, c'était juste, c'est comme si je disais, pour donner un truc à Emmanuel Macron, quand est-ce que tu fais ça, quoi. Enfin, je veux dire, sur un bateau, c'est lui le chef, c'est lui le président, c'est lui le boss. J'ai pas à lui demander des comptes. Il me regarde avec des yeux, mais comme s'il allait me transpercer. Je me dis: il va me jeter par-dessus bord. Parce qu'il y a quelque chose de surpris et de dur à l'intérieur de son regard que je ne comprends pas. Et il me dit: pourquoi vous voulez aller à Little Green Home? Mais dur, avec une voix dure. Et je lui dis: mais j'en sais rien. J'ai toujours su que ça serait peut-être important d'y aller. Et là, je le vois se redresser, faire demi-tour, ouvrir un placard, sortir une boîte, la poser, une boîte noire, en bois. Et il y a une date sur cette boîte. Et il me dit: ce sont les cendres de mon père. Il est mort il y a 3 mois. Je veux enterrer mon père sur Little Green Holm. Maintenant que nous sommes entre nous, en famille, nous y allons. Moi, je pleure, vous me connaissez, je suis ultra émue, je pleure tellement la confiance qu'il me fait, enfin, je n'en reviens pas qu'il me dise ça. Et à travers mes larmes, je lui dis: mais est-ce que j'aurai le droit de filmer? Et il me dit: je sais que vous ferez ce qu'il faudra, donc oui, vous pouvez filmer. Et on va aller à Little Green Home et on va filmer les morses, les phoques, et on va surtout filmer Paul Watson avec sa famille en train d'enterrer les cendres de son père avec le vent
qui claque dans le drapeau à tête de mort. Et cette île totalement nue, avec juste des pierres, un petit peu d'herbe, et des centaines d'animaux qui ont trouvé refuge sur une île que Paul Watson et la fondation Sea Shepherd avaient achetée pour les animaux. Un moment extraordinaire. Nous allons, oui, ça va créer un lien formidable entre nous, quelque chose d'exceptionnel. Nous allons repartir. Et là, pour les besoins du film, je m'intéresse à toutes les personnes qui sont sur le bateau, les volontaires. Et je vais faire 2 découvertes majeures. Tous vont me dire, je suis là pour Paul Watson, je suis là pour les baleines, je suis pour là. Et il va y avoir 2 personnes incroyables que j'oublierai absolument jamais. La première, elle s'appelle Linda. Elle est américaine. Et tous les 3 ans, elle donne 6 mois de sa vie aux baleines. Elle est chef mécano. C'est elle qui s'occupe du moteur pour le surveiller. Elle est ultra béton mécanique. Elle partage ma cabine d'ailleurs, je dors dans la même cabine qu'elle. Et un jour, voilà, on est toutes les 2 sur le bastingage et je lui demande, je lui dis 6 mois, c'est incroyable de donner 6 mois. Et elle me dit oui, des fois c'est dur. Très souvent, au bout de 3 mois, ma famille me manque. Ah, je vais être émue. Et elle me dit, dans ce cas-là, je me souviens de mon fils qui, alors qu'il était en première, on lui a demandé une rédaction, définissait l'acte héroïque. Et elle me dit, mon fils, sur 4 pages de dissertation, a parlé de moi, ça me donnait l'émotion, a parlé de moi en disant, ma mère est une héroïne, elle est exceptionnelle, elle me donne du courage, elle me montre que tout est possible. Et elle me dit, quand j'en suis là au bout de 3 mois et que je craque, je pense à la dissertation de mon fils et je tiens 3 mois de plus. Waouh, 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 waouh. Je me dis, mais quelle force, quel exemple pour ces enfants. Bon, j'espère que vous pleurez comme moi, que je ne sois pas seule avec mes mouchoirs. Bon, et alors? Attends, voyons, vous êtes là? Oui. Et la deuxième personne que je vais rencontrer, qui est juste absolument incroyable, c'est Roger. Roger, il est norvégien. Et Roger, il fait la plonge. Il nettoie les toilettes. Il fait toutes les basses besognes sur le bateau parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Et je l'interviewe. Et je lui dis, Roger, alors moi j'ai un pauvre anglais et lui il a un pauvre anglais aussi. Donc on a beaucoup de mal à se comprendre, mais on arrive à se comprendre quand même. Et je dis, Roger, pourquoi tu es là, toi? Parce que c'est pas évident d'aller sur un bateau et de s'occuper de la plonge et que toutes les tâches ingrates. Et là, Roger, on s'assied au niveau de la cuisine. Dans la cuisine d'ailleurs, où il faut imaginer que tout le frais est parti d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse. Moi, je rêve de radis parce que le côté craquant du radis, genre, voilà. Bruno, de mémoire, il rêve de frites. Et Quincy, il rêve de pizza. Enfin, tous les trucs qu'on ne trouve pas sur un bateau. Voilà, donc enfin bref, je ferme la parenthèse. On est sur le bateau, dans la cuisine. Et puis Roger, je lui demande, pourquoi tu es là, Roger? Et il me dit, quand j'étais petit, mon père était jamais là. Mon père était jamais là et il n'était pas là, il partait pendant 2 mois et puis il revenait. Et quand il revenait, il était sombre.
Il s'enfermait dans sa chambre et je sais qu'il pleurait. Et puis il repartait pendant 1 mois, 3 semaines, 2 mois à nouveau. Et il revenait. Il était sombre. Il s'enfermait dans sa chambre et il pleurait. Ça va me redonner de l'émotion. Et je lui dis, mais pourquoi il pleurait? Il me dit, je l'ai su à mes 18 ans. Mon père m'a fait venir et il m'a dit, je travaille sur un baleinier. Je tue des baleines. Des petites, des grosses, des mamans, des pères, des bébés. Ça me fend le cœur. Chaque fois que j'entends une baleine crier, c'est comme si je mourais aussi. Mais je n'ai que ce métier et je ne sais rien faire d'autre. Mais ça me ronge de l'intérieur et je ne sais pas quoi faire d'autre. Et je ne peux plus faire ce métier. Et Roger lui a dit, tu vas arrêter. Et moi, je vais réparer. Et Roger, il est allé retrouver, alors qu'il est norvégien, fils de baleinier, fils de pêcheur de baleines, pardon. Il est allé sur le bateau de Paul Watson, le bateau de Paul Watson, pour réparer les erreurs de son père. Et il me dit, j'ai tellement à cœur de nettoyer ce bateau, de faire que tout soit propre, de faire que tout soit beau, parce que c'est ma façon de réparer les choix de mon père, qui n'avait peut-être pas le choix. Et c'est important pour moi de finir cette histoire sur ces 2 histoires, parce que j'ai compris 2 choses essentielles. À travers un héros, Paul Watson, que je pensais filmer, rencontrer, et qui était un grand héros et qui est toujours un grand héros, j'ai rencontré d'autres héros qui étaient cachés. Et si des petits héros qui sont des grands héros sont cachés dans les ventres des bateaux, alors ça veut dire qu'à travers les épreuves que nous vivons, d'autres choses sont cachées et qui sont belles. Il faut juste poser l'attention dessus. Dans chaque chose que l'on croit connaître, que l'on croit percevoir, tout ce que vous connaissez de votre vie, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous ne faites plus attention, sur lesquelles je ne fais plus attention aussi, et qui sont héroïques, belles, différentes, mais qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas. Il y avait ces 2 héros cachés dans le ventre du bateau et qui ne faisaient pas de bruit et qu'on ne voyait pas. L'autre message que j'ai découvert bien après, c'est que Linda, en affrontant ses peurs, en s'éloignant de sa famille, en faisant les choses pour accomplir son destin, pour faire ce qui l'animait profondément, a aidé de façon magnifique ses enfants à prendre confiance en la vie. Donc, le message, c'est que quand on fait les choses pour soi-même, avec le cœur, on donne des ailes à nos enfants. Le message de Roger, c'est que en réparant les choses pour soi-même, on répare la lignée. Alors c'est vrai que dans la clé de votre énergie, il y a le protocole 7 qui permet de libérer émotionnellement les fardeaux de nos parents et que peut-être Roger, ça aurait été formidable qu'il fasse le protocole 7, ce qui n'aurait pas empêché d'aller sur le bateau parce que c'est magnifique. Mais en tout cas, en travaillant sur soi, on nettoie la lignée avant
et on nettoie la lignée après pour nos enfants. Je vais vous montrer une photo de moi sur le bateau avec les cheveux courts, avec Quincy au milieu et Bruno. Voilà, on est sur l'Ocean Warrior. Et je vais vous montrer la photo de Paul Watson. To Natasha, a friend of the ocean, Captain Paul Watson, avec sur le, comment dire, sur ici, attendez, ici, ouais, ici, là, ce sont les coques des baleiniers qu'il avait coulées à quai. Voilà, les amis, cette histoire que j'avais à cœur de partager avec vous. J'espère que je ne vous ai pas trop fait pleurer. En même temps, les larmes, ça permet de faire écouler les vieilles toxines et les choses, et elles sont plus dans le corps. Donc, youpi! Voilà, c'était l'histoire de Paul Watson que j'ai vécue en juillet 2000, pendant 3 semaines, à bord de l'Ocean Warrior, en mer du Nord. Et voilà. Donc, si je vous ai pas raconté un truc qui était quand même incroyable avant de finir, c'est qu'à un moment donné, on a essuyé une tempête de dingue et que le bateau s'est mis à faire à la fois comme ça et comme ça en même temps. Parce que les vagues étaient tellement grandes, donc ça faisait comme ça. Et là, je peux vous dire que c'était juste tellement flippant, tellement incroyable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir Peter, le premier matelot, et je lui dis qu'est-ce qu'on fait parce que là, c'est pas possible. Et il me dit va te coucher parce que l'organisme est très bien fait. Et quand l'oreille interne est complètement chamboulée par les remue-ménages, on s'endort très vite. Donc, je lui dis il y a quelqu'un qui va rester à la barre et il a éclaté de rire. Il me dit oui, t'inquiète. Et voilà. Et on est globalement tous allés se coucher. La tempête a fait rage pendant 10 heures. J'ai dormi 10 heures. Ça a été ma plus belle nuit. Voilà. Et depuis, bah, je n'ai plus le problème de vomir. Voilà. Quand je suis sur un bateau, ça m'a complètement guéri. Et c'était une expérience assez incroyable. On n'a pas besoin d'aller sur un bateau pour faire des choses héroïques. On n'a pas besoin, voilà, chaque chose faite avec le cœur, euh, aider quelqu'un sur un passage piéton qui a besoin, aider quelqu'un qui n'a pas demandé, c'est un acte héroïque. Et il suffit d'une fois dans sa vie et de faire une chose comme ça pour avoir, pour être le héros de quelqu'un. Et ça suffit. Voilà. Et c'est magnifique. Voilà. Peu importe les actes, un seul donné avec le cœur suffit amplement. Je vous embrasse à tous très fort. Merci pour votre présence et votre bienveillance. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h15. Je pense que lundi prochain, je vous donnerai tous mes conseils pour avoir de beaux cheveux. Je crois que j'ai pris cette décision. Je vais vous faire un Facebook Live dédié aux cheveux. Voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt.